En fait, je pense qu'on met le doigt sur ce qui fait mal pour les partisans de la construction européenne, sur cette affaire de pourquoi l'Allemagne veut sortir de l'euro. En fait, il n'y a pas de peuple européen. En fait, les Français, un Parisien va bien vouloir prêter à un Bourguignon, enfin même pas prêter, transférer de l'argent à un Bourguignon, à un Alsacien ou que sais-je. Un Allemand ne voudra pas donner d'argent à un Grec parce qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de sentiment d'appartenance à un peuple européen qui n'existe pas. Et c'est le grand mythe et le grand fantasme de tous les européistes. Et on voit bien que la réalité et les faits, en l'occurrence l'Allemagne qui ne veut pas prêter aux Grecs ou aux Espagnols, contredisent complètement ce fantasme. Une dernière remarque aussi sur les États-Unis, puisqu'on en a parlé. Il est clair que les ministres et le président font des grosses pressions pour maintenir l'euro, parce qu'en effet, il y a un château de cartes derrière. Alors après, je ne sais pas si c'est une vision pour laquelle le château de cartes entraînerait la fin de la construction européenne, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que si le jour il n'y a plus d'euro, il n'y a plus Goldman Sachs, il n'y a plus Bank of America, il n'y a plus Citigroup, etc., etc. Et quand on sait qui dirige les États-Unis, on comprend aussi pourquoi il y a telle pression. S'il vous plaît. Oui. Parce que si l'euro tombe, en clair, pour moi, vous faites rapidement effondrer les marchés financiers, donc vous faites effondrer la plupart des banques de la planète, et donc vous causez des graves problèmes d'insolvabilité et d'impossibilité à financer les dettes publiques. Donc voilà, vous êtes dans une phase de risque systémique, en fait, qui est très bien décrit, puisque... D'ailleurs, même le G20, quand ils s'en occupent, sont formidables. Le G20, ils ont fait une liste des 28 banques systémiques mondiales. Donc, ils ont fait une liste en disant, ces banques-là, s'il y en a une qui fait faillite, elles font toutes faillite. Ça entraîne tout dans leur chute. Et donc, vous avez BNP, Société Générale. En France, on en a 4. Encore, on en avait 5, mais il y avait Dexia dedans. Donc, ça, c'est bon, c'est réglé. Donc, il ne reste plus que 4. Voilà. Donc, c'est première liste, il y en avait 5, il y en a 4. Vous voyez, donc, on attend la prochaine, ça continue. Et donc après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font à peu près rien, quoi. Ils disent, oui, il faudrait peut-être contrôler, il faudrait peut-être augmenter le capital. On accepte qu'il y ait 28 banques dont chacune... Oui, on fait des stress tests. Donc on accepte qu'il y ait juste comme ça sur la planète des structures qui peuvent entraîner la faillite de l'ensemble du système financier bancaire. Et voilà. Et donc évidemment, l'euro est probablement de nature à entraîner cet élément systémique-là et donc à faire chuter le secteur financier. On sait qu'il tient les États-Unis. D'ailleurs, le ministre des Finances, comme la plupart, est un ancien de Goldman Sachs ou de Bank of America, etc. Enfin, il y a des grandes passerelles entre diriger une grande banque aux États-Unis et le pouvoir politique. On peut prendre la dernière question, parce qu'on va bientôt s'arrêter. Alors, si je prenais juste une petite seconde, il y a aussi un problème. Alors, ça peut être une vision des choses. Il y a aussi le problème que si on sort de l'euro, très probablement, ça casse peut-être l'Union européenne. Il y a peu de chances que l'Union européenne se récupère. Et si l'Union européenne et la France récupèrent sa liberté, les États-Unis ont tellement de difficultés à tenir le pouvoir mondial, je veux dire, entre la Chine, l'Asie, ils sont trop petits par rapport au pouvoir mondial. S'il y a un seul pays qui leur échappe, si la France se rapproche de la Russie ou des choses comme ça, leur mainmise sur le pouvoir mondial s'effrite. Parce que leur pouvoir devient très faible, quoi. Très, très difficile à contrôler toute la planète. J'ajoute aussi ce détail qui n'en est pas un, c'est que comment sort-on de l'euro d'un point de vue juridique ? Je ne cesse de le dire, la seule possibilité, d'ailleurs ça a été confirmé par le porte-parole de la Commission européenne lui-même, elle-même, c'était il y a 2 ans, la seule possibilité de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne. Il n'y a aucune clause de sortie dans les traités. Donc ça veut dire que si on sort de l'euro, ça veut dire que c'est la quintessence même du traité de Maastricht. C'est une folie furieuse, ça aussi, de ne pas avoir prévu de clause de sortie. Donc c'est toujours cette volonté de verrouiller l'avenir. Donc si on sort de l'euro en bafouant les traités, ça veut dire que les traités ne valent absolument plus rien. Donc c'est un phénomène intense de désagrégation pour vos amis allemands qui aiment tellement le droit, ce qui est vrai d'ailleurs. Quel est le sens si on ne sort pas dans les formes? Voilà. Donc là, ce problème juridique, personne n'en parle sauf nous, mais il est bien là. Il est bien là, parce qu'un traité, c'est pas un torchon. Et même si les Français ou peut-être les peuples latins ont un peu tendance à dire que les traités, on peut... il y a d'autres peuples, non. Il y a d'autres peuples qui disent... les Luxembourgeois, les Néerlandais, les Finlandais, les Allemands, pour un traité, c'est un engagement ferme et définitif. Vous l'avez signé. Donc vous sortez comment de l'euro? C'est quand même un vrai problème. Sous forme de boutade, je dirais, vous inquiétez pas, Monsieur Asselineau. Vous inquiétez pas, monsieur Asselineau, on va pas sortir de l'euro va sortir tout seul, en fait. Sur la pointe des pieds, il va nous laisser. Bon. Christian Darlot.